Imaginez une voix si envoûtante qu'elle a fait chavirer des millions de cœurs, une femme dont le sourire éclatant cachait des blessures profondes, et une vie qui, comme une mélodie, oscillait entre des notes de gloire éclatantes et des silences déchirants. Jean Manson, l'américaine au cœur latin, a marqué la France avec des chansons comme Avant de nous dire adieu, une ballade qui a défini une époque, mais derrière ces refrains intemporels se dissimule une saga humaine faite de triomphes, de trahisons, de scandales et d'une quête incessante pour la paix intérieure. À l'approche de ses 75 ans, celle qui remplissait autrefois les salles de concert vit aujourd'hui dans l'ombre, dans un petit village catalan, loin des projecteurs, mais toujours hanté par les échos de son passé tumultueux. Que s'est-il vraiment passé pour que cette étoile brillante s'éteigne doucement? Quel secret, quelle lutte et quelles révélations inattendues se cachent derrière la femme qui a conquis la France, mais payé un prix exorbitant pour sa célébrité? Plongez avec nous dans l'histoire captivante de Jean Manson, une odyssée de glamour, de douleur et de rédemption, qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière note, prouvant que même dans le silence, une voix aussi puissante ne s'éteint jamais complètement. Jean Manson est né Jean-Anne Manson le 1er octobre 1950 à Cleveland, dans l'Ohio, dans une famille où la créativité et l'aventure étaient déjà inscrites dans son ADN. Fille d'un écrivain et d'une chanteuse de jazz, elle grandit dans un foyer où la musique et les récits faisaient partie du quotidien, mais aussi dans l'ombre d'une instabilité financière qui marqua son enfance. À l'âge de 5 ans, sa famille déménagea au Mexique, à Guadalajara, où Jean s'immergea dans un monde vibrant de mariachi, de danses traditionnelles et de couleurs éclatantes. Là, elle apprit à parler couramment l'espagnol, développa un amour pour les rythmes latins et absorba une sensibilité culturelle qui allait façonner son identité artistique unique. Ces années mexicaines, remplies de spectacles de rue et de chansons populaires, lui donnèrent une aisance naturelle sur scène, une qualité qui la distinguerait plus tard en Europe. De retour aux États-Unis à l'adolescence, elle s'inscrivit dans des programmes prestigieux d'art dramatique, notamment au célèbre Actors Studio à New York, où elle côtoya des figures comme Lee Strasberg et développa une discipline rigoureuse pour l'art de la performance. Mais son destin prit un tournant inattendu en 1974, à seulement 23 ans, lorsqu'elle posa nue pour Playboy et fut élue Miss Août. Ce shooting, audacieux pour l'époque, la propulsa sous les feux de la rampe, mais il devint aussi une épée à double tranchant. Admirée pour sa beauté, elle fut critiquée par ceux qui doutaient de son sérieux artistique, la réduisant à une image glamour. Pourtant, Jean ne se laissa pas enfermer dans ce rôle. Déterminée à prouver qu'elle était plus qu'un visage, elle prit une décision radicale. Quitter l'Amérique pour Paris, une ville où les artistes du monde entier venaient se réinventer. La France des années 1970, avec son amour pour les chansons romantiques et les stars internationales, accueillit Jean Manson à bras ouverts. Avec l'aide du compositeur Jean Renard, elle enregistra en 1976 Avant de nous dire adieu, une ballade déchirante qui captura l'âme mélancolique de l'époque. Le single se vendit à plus de 600 000 exemplaires, devenant un hymne pour une génération, et consacra Jean comme une icône majeure de la musique française. Sa voix, douce mais puissante, mêlée de son charisme magnétique, toucha profondément le public. Elle enchaîna les succès avec des titres comme Fais-moi danser et Une femme, devenant une figure incontournable des plateaux télévisés, des couvertures de magazines et même du cinéma français, où elle joua dans des films comme Bon baiser de Hong Kong aux côtés des Charlots. Mais Jean n'était pas seulement une chanteuse pop, elle incarnait une féminité complexe dans une France en pleine mutation, entre la libération des mœurs et les attentes traditionnelles. Ses chansons, souvent centrées sur l'amour perdu, le désir ardent et la résilience face aux épreuves, reflétaient à la fois l'esprit de son temps et son propre parcours semé d'embûches. Pourtant, sous les paillettes et les applaudissements, la célébrité commença à peser lourd. La pression constante d'être parfaite, d'incarner une image idéalisée, et l'ombre persistante de son passé chez Playboy, que les médias français ne cessaient de ressasser, devinrent des chaînes invisibles. Jean comprit rapidement que les lumières des projecteurs, si elles pouvaient élever, pouvaient aussi brûler, laissant des cicatrices durables. Derrière la façade glamour, la vie personnelle de Jean était un tourbillon d'émotions et de désillusions. Sa première grande histoire d'amour en France, avec le producteur de cinéma André Djaoui, fut une passion ardente mais destructrice. Leur relation, marquée par une collaboration artistique intense, permit à Jean d'explorer de nouveaux horizons, notamment au cinéma, mais elle fut vite entachée par des conflits et une possessivité croissante. André admirait son talent, mais il redoutait son succès grandissant, et leur amour devint un champ de bataille où la jalousie et les divergences créatives prirent le dessus. En 1978, la naissance de leur fille Chirelle, qui deviendrait plus tard une chanteuse reconnue, aurait dû être un moment de joie, mais elle fut assombrie par une trahison brutale. Lorsque Jean refusa de poser nu pour un projet cinématographique lié à André, choisissant sa dignité plutôt que la pression, des producteurs mal intentionnés exhumèrent des clichés inédits de son shooting Playboy de 1974, les publiant pour provoquer un scandale. Les gros titres se délectèrent de l'humiliation, et Jean, profondément blessé,
se retrouva seul face à une tempête médiatique. André, au lieu de la soutenir, se distancia, et leur relation s'effondra sous le poids du ressentiment et de l'exposition publique. Cette rupture ne fut pas seulement amoureuse. Elle brisa la confiance de Jean envers ceux qu'elle considérait comme des protecteurs, la forçant à se recentrer sur sa fille et sa carrière. Chirel devint son ancre, une lumière dans un monde où la célébrité semblait toujours exiger un prix plus élevé. En 1984, Jean tenta de retrouver la stabilité en épousant l'acteur français Richard Berry, une union entre deux artistes qui comprenaient les défis de la vie sous les projecteurs. Leur connexion initiale était électrique, nourrie par une passion commune pour l'art, mais elle se heurta rapidement aux réalités d'un couple de stars. Comme Jean le confia plus tard, être marié à un autre artiste célèbre, c'était comme vivre dans deux miroirs parallèles. Chacun reflétait l'autre, mais ils ne se rencontraient jamais vraiment. Les jalousies professionnelles, les emplois du temps incompatibles et les pressions de leurs carrières respectives creusèrent un fossé. Leur mariage s'effrita en 1986, laissant Jean élever seul ses deux filles, Chirel et Marianne, nées de cette union. Fidèle à sa nature, Jean ne parla jamais publiquement contre Richard, préférant protéger ses filles et préserver sa dignité. Elle se consacra à la maternité, trouvant dans ses enfants une force qui la maintenait debout, alors que les propositions télévisées diminuaient, et que le public commençait à se détourner vers de nouvelles idoles. Chirel et Marianne devinrent ses piliers, et Jean s'investit pleinement dans leur éducation, assistant à leurs spectacles scolaires et les encourageant à poursuivre leurs propres rêves artistiques. Chirel embrassa une carrière musicale, tandis que Marianne se tourna vers la télévision, et Jean, fière mais discrète, ne manqua jamais une occasion de célébrer leur succès. Mais l'amour romantique, malgré ses efforts, restait un horizon fuyant. Au fil des décennies, Jean connut plusieurs relations, certaines tendres, d'autres marquées par la déception, mais aucune ne résista à l'épreuve du temps. Il ne voulait pas être Monsieur Manson, confia-t-elle dans une interview émouvante. Il voulait que je sois quelqu'un d'autre. La célébrité, avec son ombre longue, intimidait ses partenaires, et Jean, épuisé par les compromis, choisit finalement de s'éloigner des projecteurs. Dans les années 2000, elle s'installa à Peralada, un paisible village catalan en Espagne, où elle ouvrit une boutique de souvenirs et se remit à chanter pour des publics modestes dans des festivals locaux. Là, loin des caméras et des gros titres, elle trouva une forme de sérénité, chantant pieds nus sur des places ensoleillées, entourée d'oliviers et de bâtisses en pierre. Les applaudissements étaient plus rares, mais sincères, et pour la première fois, Jean se sentit libre d'être elle-même, sans le poids des attentes. Pourtant, même dans ce refuge, les échos de son passé et les amours brisés, les trahisons professionnelles, les scandales continuaient de la suivre, comme des paroles de chansons qu'elle ne pouvait oublier. La vie de Jean Manson prit un tournant dramatique dans les années 2020, lorsqu'une controverse publique raviva des blessures anciennes et projeta son nom dans une tempête médiatique qu'elle n'avait pas anticipée. En 2021, Colleen Berry-Reutemann, la fille de Richard Berry issue d'une relation précédente, porta des accusations graves liées à des événements présumés des années 1980, pendant la période où Jean et Richard étaient mariés. Colleen affirma que Jean, loin de protéger l'environnement familial, avait contribué à une atmosphère de silence autour de dynamiques inappropriées. Bien que ces accusations n'aient pas entraîné de poursuites pénales contre Jean, elles déclenchèrent une onde de choc dans les médias français. Les plateaux télévisés disséquèrent l'affaire, les gros titres devinrent implacables, et l'opinion publique se divisa entre ceux qui défendaient Jean et ceux qui remettaient en question son passé. Pour une femme qui avait bâti sa carrière sur la grâce et l'émotion, cette mise en cause publique fut un coup dévastateur. Jean, après un silence initial, répondit par ses avocats, niant fermement toute implication et qualifiant les déclarations de fausses et diffamatoires. Mais le mal était fait, son nom, autrefois synonyme de romantisme, était désormais associé à un scandale qu'elle n'avait pas choisi. Les fans, qui vibraient autrefois au son de ses chansons, commencèrent à douter, et Jean, déjà fragilisé par des années de lutte personnelle, sentit le poids de cette nouvelle épreuve. Puis, au paroxysme de cette controverse, un événement encore plus alarmant survint. En mai 2021, peu après une audience liée à la procédure judiciaire, Jean s'effondra en quittant le tribunal, victime d'une crise cardiaque. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle fut placée en soins intensifs, où les médecins découvrirent que des douleurs thoraciques, qu'elle avait cachées même à ses proches par peur et fierté, avaient culminé en cette urgence médicale. La symbolique était frappante. Alors que son image publique était mise à rude épreuve, son cœur physique cédait, comme si le fardeau émotionnel était devenu insupportable. Après une intervention chirurgicale d'urgence, Jean survécut, mais l'expérience la changea profondément. Elle retourna à Peralada, mais la femme qui chantait avec insouciance sur les places du village n'était plus tout à fait la même. Le traumatisme du scandale, combiné à la confrontation avec sa propre mortalité, laissa des traces indélébiles, et elle se retira encore davantage du monde extérieur. Mais les épreuves de Jean ne s'arrêtèrent pas là. En 2020, en pleine pandémie de Covid-19,
Alors que le monde entier était confiné, Jean commença à ressentir des douleurs insupportables dans les jambes, rendant chaque pas difficile. Les médecins découvrirent une obstruction massive de 45 cm dans son artère fémorale gauche, une condition potentiellement fatale nécessitant une opération immédiate. Elle fut forcée de quitter son havre catalan pour un hôpital à Barcelone, où elle subit une intervention complexe. La chirurgie fut un succès, mais la convalescence, dans un monde isolé par la pandémie, fut un calvaire émotionnel. Ses filles, Chirel et Marianne, désormais adultes et occupées par leur carrière, ne pouvaient la visiter qu'occasionnellement, et Jean, jadis entouré de foules adoratrices, passa des mois seul, entouré seulement de vieux vinyles et de coupures de presse jaunies. La solitude, accentuée par les restrictions sanitaires et les cicatrices du scandale, devint une compagne constante. Dans une interview rare accordée en 2022, elle confia avec un sourire teinté de tristesse. « J'ai fait fuir les hommes, pas parce que j'étais trop, mais parce que j'avais trop vécu. » Ces mots, empreints de regret, révélaient une vérité plus profonde. Jean aspirait à un amour authentique. Mais les fantômes de son passé, les trahisons, les scandales, la célébrité semblaient toujours s'interposer. À près de 75 ans, Jean Manson vit aujourd'hui dans une maison modeste à Peralada, derrière sa boutique de souvenirs qui n'ouvre plus à heure fixe. Les touristes qui passent rarement la reconnaissent, et elle s'en accommode, préférant le calme à la frénésie de jadis. Ses longs cheveux, désormais argentés, sont toujours soigneusement brossés, ses ongles vernis en rose pâle, des petits actes de rébellion contre le désespoir. Les murs de sa maison sont tapissés de souvenirs, vinyles encadrés, affiches de concerts des années 1970, photos d'elle jeune et rayonnante sur scène. Parfois, un fan entre dans la boutique, stupéfait de découvrir que la femme derrière le comptoir est la Jean Manson, et elle offre un sourire poli, parfois une dédicace, mais évite les longues conversations. La nostalgie, elle l'a appris, peut être tranchante. Ses filles, Chirel et Marianne, viennent la voir quand elles le peuvent, souvent accompagnées de leurs enfants Oliam, Luna Jean et Adiel Rose. Et pendant ces visites, la maison s'emplit de rires, de plats faits maison et de berceuses en français et espagnol. Mais une fois parti, le silence revient, un silence lourd, presque oppressant, qui contraste avec les foules hurlantes d'autrefois. Au-delà de ces réflexions sur la résilience de Jean Manson et sur le silence qui enveloppe désormais sa vie quotidienne, il existe encore bien d'autres facettes fascinantes et souvent méconnues de son parcours, des éléments qui révèlent une femme aux talents multiples, marquée par des épreuves intimes et des rencontres décisives qui ont sculpté son destin artistique et personnel. Par exemple, peu de gens savent que Jean Manson, avant de devenir l'icône romantique que la France a adoptée, a été profondément influencé par une enfance nomade et créative, imprégnée de l'héritage familial. Né d'un père écrivain, John N. Manson, qui passait ses journées à noircir des pages de romans et de scénarios, et d'une mère chanteuse de jazz, Chris Stevens, qui illuminait les scènes locales avec sa voix saoule et ses toiles peintes à l'huile, Jean grandit dans un foyer où l'art était une nécessité vitale, presque une survie face à l'instabilité financière. Sa mère, en particulier, lui transmit non seulement un amour pour la musique, mais aussi une sensibilité à l'expression émotionnelle, encourageant la petite Jean à jouer du piano dès l'âge de 8 ans, improvisant des mélodies sur un vieil instrument familial. Ces leçons précoces, souvent données lors de soirées improvisées où Chris chantait des standards de jazz comme ceux d'Ella Fitzgerald, forgèrent en elle une oreille musicale aiguisée et une capacité à fusionner les genres, un trait qui se retrouverait plus tard dans ses chansons mêlant pop française et influence latine. Mais cette enfance créative fut aussi teintée de défis. La famille déménagea fréquemment, du Midwest américain au Mexique, exposant Jean à une diversité culturelle enrichissante, mais aussi à une sensation d'instabilité qui la marqua, lui apprenant dès le plus jeune âge à s'adapter et à trouver refuge dans l'art. Un aspect particulièrement poignant et rarement évoqué de sa vie, qui ajoute une couche de profondeur à son personnage public souvent idéalisé, concerne un traumatisme personnel qu'elle a porté en silence pendant des décennies. Jean a été victime d'un viol dans sa jeunesse, une épreuve dévastatrice qui, bien qu'elle n'en parle que sporadiquement dans des interviews confidentielles, a profondément influencé sa vision du monde et son engagement envers l'empowerment féminin. Ce drame, survenu lors de ses années adolescentes aux États-Unis, juste avant son entrée au Actors Studio, la plongea dans une période de doute et de reconstruction intérieure. Au lieu de la briser, il alimenta sa détermination à transformer la douleur en force créative, une thématique qui transparaît subtilement dans ses chansons sur la résilience et l'amour perdu. Jean a souvent crédité cette expérience comme un catalyseur pour son départ vers l'Europe, cherchant un nouveau départ loin des ombres de son passé américain. Ce secret, révélé bien plus tard dans sa vie, humanise encore davantage l'image de la blonde glamour, montrant une femme qui a dû affronter des démons intimes tout en construisant une carrière sous les yeux du public, une dualité qui explique peut-être sa quête incessante de paix et d'authenticité. Parmi les rencontres pivotales qui ont propulsé sa carrière et qui restent sous-estimées dans les récits populaires,
celle avec Joe Dassin se distingue comme un moment charnière. En 1974, peu après son arrivée en France et son shooting controversé pour Playboy, Jean croisa la route du célèbre chanteur américain-français lors d'une soirée parisienne. Joe, impressionné par sa voix et son charisme multiculturel, l'introduisit dans les cercles influents de l'industrie musicale française, facilitant sa collaboration avec des compositeurs comme Jean Renard. Ce mentorat discret, Dassin la conseilla sur l'adaptation de son style américain aux sensibilités européennes, fut instrumental dans le succès fulgurant de Avant de nous dire adieu. Jean a souvent décrit Joe comme un frère d'âme, un allié qui l'a aidé à naviguer les pièges de la célébrité naissante, et leur amitié perdura jusqu'à la mort prématurée de Dassin en 1980, un deuil qui la marqua profondément et inspira certaines de ses ballades mélancoliques ultérieures. Cette connexion, rarement mise en lumière, illustre comment Jean, en tant qu'expatrié, tissa des liens cruciaux pour s'imposer dans un milieu compétitif, transformant des rencontres fortuites en piliers de sa réussite. Au-delà de sa carrière pop iconique des années 1970 et 1980, Jean Manson a exploré des avenues artistiques diversifiées qui témoignent de sa polyvalence et de son évolution spirituelle, des aspects souvent éclipsés par ses hits romantiques. Dans les années 2000, par exemple, elle se tourna vers la musique gospel, un retour aux racines jazz de sa mère qui culmina avec l'album Gospel, en 2001, un projet personnel où elle infusa des hymnes spirituels de ses influences latines et américaines. Ce virage, motivé par une quête intérieure de sens après les tumultes de sa vie privée, la mena à se produire dans des églises et des festivals religieux, loin des scènes glamour, et à collaborer avec des chorales locales en Espagne. Ce chapitre gospel, qu'elle décrivit comme une thérapie pour l'âme, reflète une maturité artistique où la voix n'était plus un outil de séduction, mais un moyen de guérison et de connexion spirituelle. Parallèlement, Jean s'essaya à l'écriture, publiant des livres comme des recueils de poèmes et des mémoires introspectifs, où elle explorait des thèmes comme la féminité, la maternité et la quête d'identité, des œuvres intimes qui offraient un aperçu rare sur sa vulnérabilité, loin des projecteurs. Enfin, un trait méconnu mais révélateur de sa personnalité réside dans son engagement discret pour des causes humanitaires, particulièrement liées à l'enfance et à la culture mexicaine de ses jeunes années. Dans les années 1990, Jean s'impliqua dans des associations soutenant les enfants défavorisés au Mexique, organisant des concerts caritatifs pour financer des écoles et des programmes musicaux dans les régions rurales où elle avait grandi. Ce travail philanthropique, souvent tenu à l'écart des médias, naquit d'un désir de redonner à la terre qui l'avait formée, et elle continua ses efforts même dans sa retraite espagnole, en parrainant des ateliers d'art pour jeunes talents locaux. Ces initiatives, combinées à sa trilinguisme anglais, français, espagnol, qu'elle utilisa pour des projets multiculturels comme des albums en espagnol, peignent le portrait d'une femme dont la générosité allait bien au-delà de la scène, une artiste qui, malgré les épreuves, chercha toujours à illuminer les vies des autres. Ces facettes, tissées dans le tissu de sa vie, montrent que Jean Manson n'était pas seulement une voix emblématique, mais une âme complexe, résiliente et profondément humaine, dont l'histoire continue d'inspirer bien après que les applaudissements se soient tus. Pourtant, Jean n'a pas complètement abandonné la musique, ni la beauté qu'elle porte en elle. Elle fredonne encore en travaillant dans sa boutique, et parfois, lors de petits festivals locaux, elle chante pour des publics modestes, sa voix toujours capable d'émouvoir. Ces moments, bien que rares, sont sa manière de rester connectée à l'artiste qu'elle était, et qu'elle est encore au fond d'elle. Mais les défis persistent. Sa santé reste fragile. Les séquelles de sa crise cardiaque et de son opération à l'artère fémorale la ralentissent, et des épisodes de fatigue extrême et de tremblements occasionnels inquiètent ses proches. Son médecin passe désormais régulièrement, et bien qu'elle n'en parle pas ouvertement, ceux qui l'entourent savent qu'elle se prépare, à sa manière discrète, pour le dernier rideau. Pourtant, une lueur d'espoir brille toujours en elle. J'en crois encore aux âmes sœurs, même si la sienne ne s'est jamais manifestée. Elle croit au pouvoir guérisseur de la musique, même si elle ne la chante plus devant des foules. Et elle croit que, peut-être, quand le monde lui dira enfin adieu, on se souviendra d'elle non pas pour les scandales ou les photos de Playboy, mais pour les chansons qui ont fait vibrer des cœurs, pour la force d'une femme qui a traversé les tempêtes avec grâce, et pour la résilience d'une âme qui n'a jamais cessé d'aimer, malgré tout.